Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à démontrer la troisième loi de Kepler qui nous dit que pour tout satellite en orbite autour d'un même astre, le carré de la période est proportionnel au cube de la distance. Autrement dit, avec t la période et r le rayon de l'orbite, nous avons t carré divisé par r cube est égal à une constante, qui d'ailleurs vaut 4pi carré divisé par gm, avec g la constante de gravitation de Newton et m la masse de l'astre central autour duquel le satellite tourne. Considérons tout d'abord un astre central de centre de masse O. Maintenant, considérons un satellite quelconque en orbite autour de cet astre que l'on notera S. On admet que le satellite S, supposé ponctuel, est en mouvement circulaire uniforme autour de l'astre de centre O, c'est-à-dire qu'il tourne à vitesse constante. Afin d'étudier son mouvement, plaçons-nous dans le repère tournant de Fresnel, qui sera centré sur le satellite S et qui suivra son mouvement. Nous pouvons donc tracer ces deux vecteurs unitaires, n, le vecteur normal dirigé vers O, et t, le vecteur tangent à l'orbite et dirigé dans le sens du mouvement. Le mouvement étant circulaire uniforme et centré sur O, nous pouvons poser que la distance OS ne varie pas. Ainsi, OS équivaut au rayon R de l'orbite du satellite autour de O. Avant de commencer le calcul, il est important de caractériser le référentiel utilisé et le système étudié. Nous sommes dans le référentiel astrocentrique, soit le référentiel de centre O, que l'on supposera galiléen. On notera également la masse de l'astre central grand M. Le système étudié est le corps S en orbite autour de O. Il est supposé ponctuel pour simplifier les calculs, et on notera petit m sa masse et r la distance qui le sépare de O. Pour notre démonstration, nous allons seulement prendre en compte la force gravitationnelle exercée par O sur S, en négligeant toutes les autres forces qui pourraient exister dans la réalité. Toujours dans un but simplificateur, nous allons noter la force exercée par O sur S par le vecteur F. Maintenant, déterminons les coordonnées de ce vecteur dans le repère de Fresnel. Nous pouvons voir que le vecteur force est uniquement porté par le vecteur unitaire n, d'où le vecteur F est égal à la norme de F fois le vecteur n plus 0 fois le vecteur t. En simplifiant cette écriture, nous obtenons que le vecteur f est égal à sa norme fois le vecteur unitaire n. Or, d'après la loi universelle de la gravitation de Newton, f est égal à g fois grand M fois petit m divisé par r carré. Nous obtenons donc que le vecteur f est égal à g fois m fois petit m divisé par r carré, le tout multiplié par le vecteur unitaire n. En parallèle, appliquons la seconde loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces extérieures exercées sur S est égale à sa masse fois son accélération. Or, nous avions posé que la seule force exercée était la force F, d'où le vecteur F est égal à m fois le vecteur A. Et en divisant par m de chaque côté, nous obtenons que l'accélération A est égale à F divisé par m. Maintenant, remplaçons le vecteur F par sa valeur calculée précédemment, et nous obtenons cette nouvelle égalité qui nous définit le vecteur accélération. Il ne reste donc plus qu'à le simplifier. Réécrivons d'abord cette expression sous la forme d'une unique fraction, et nous pouvons remarquer que les masses petit m se simplifient. Nous obtenons à la fin que le vecteur accélération est égal à g fois grand M divisé par r carré, le tout multiplié par le vecteur unitaire n. Nous pouvons exprimer cette égalité comme étant les coordonnées du vecteur accélération en fonction des vecteurs unitaires n et t. Or, dans le repère de Fresnel, par définition, nous savons que le vecteur accélération s'écrit également sous la forme at est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps et an est égal à v carré divisé par r. Nous avons donc deux coordonnées équivalentes pour caractériser le même vecteur accélération dans ce repère. Nous pouvons donc en déduire deux équations qui sont d'une part dv sur dt est égal à 0 et d'autre part gm divisé par r carré est égal à v carré divisé par r. Essayons maintenant d'utiliser ces deux équations séparément et voyons ce que cela peut nous apprendre. La première équation, en vert, nous dit que la dérivée de la vitesse vaut 0. En maths, une dérivée est égale à 0 implique que sa primitive soit une constante. Ainsi, si la dérivée de v est nulle, alors v est constante. Ceci est logique puisque nous avions supposé le mouvement uniforme.
Maintenant, intéressons-nous à l'équation en bleu. Pour commencer, échangeons les deux membres de l'égalité pour garder la vitesse v à gauche. Maintenant, multiplions le tout par r pour isoler v carré. Il ne reste plus qu'à appliquer la fonction racine carrée, et nous voilà avec une expression de la vitesse v en fonction de g, de grand M et de r. Cette fois, revenons encore sur la première équation en vert. Nous avions dit que la vitesse était constante. Or, pour un mouvement uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante, nous pouvons écrire que la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps. Dans notre cas, la distance parcourue par s en une révolution correspond au périmètre du cercle de centre O et de rayon R, soit 2 fois pi fois R. De plus, le satellite S réalise une révolution complète autour de O en une période. Notons donc cette période de grand T. Cela nous permet donc d'écrire que la vitesse v est égale à 2 pi r divisé par la période de grand T. Nous nous retrouvons alors avec deux expressions différentes mais équivalentes de v, qui nous permet d'écrire une nouvelle égalité. 2 pi r divisé par grand T est égal à la racine carrée de g fois grand M divisé par r. Élevons tout cela au carré pour commencer. Maintenant, par proportionnalité, nous pouvons écrire que t carré fois gm est égal à 4 pi carré fois r cube. Il ne reste plus qu'à diviser tout cela par gm puis par r cube, et nous obtenons que t carré divisé par r cube est égal à 4 pi carré divisé par gm. Et nous pouvons nous arrêter là puisque nous avons démontré ce que nous devions démontrer. G et grand M étant des constantes dans le référentiel astrocentrique étudié, nous pouvons en déduire que 4 pi carré divisé par gm est constante. Ainsi, nous avons bien t carré divisé par r cube est égal à une constante, et donc le carré de la période est proportionnel au cube du rayon. Nous avons donc terminé de démontrer la troisième loi de Kepler.